Bonjour Elisa, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette conversation virtuelle autour des maladies chroniques inflammatoires et du yoga. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis naturopathe. J'ai eu une maladie auto-immune, donc une maladie chronique inflammatoire qui était la spondylarthrite ankylosante. Et j'accompagne aujourd'hui des personnes qui sont également atteintes de maladies auto-immunes. Et la problématique majeure que l'on rencontre avec ces pathologies, c'est vraiment le mouvement. Donc, ça me semblait important qu'on puisse en discuter ensemble parce que toi, tu es prof de yoga. Et moi, les remontées que j'ai et puis aussi le vécu que j'ai eu, c'est souvent des tensions, un verrouillage complet du corps ou localisé, un manque vraiment de liberté. Et on parle souvent d'emprisonnement dans son propre corps, de confrontation à la douleur, parce que souvent on a des douleurs qui sont inflammatoires et qui peuvent nous faire justement diminuer la mobilité articulaire. Et moi, personnellement, quand j'avais la spondylarthrite ankylosante, la nuit, j'avais vraiment des douleurs inflammatoires. Et le matin, j'étais complètement verrouillée. Et la journée, j'avais des douleurs au niveau des sacro-iliaques qui étaient vraiment handicapantes. Et en fait, je marchais très peu. Du coup, je limitais le mouvement. J'avais peur de faire de l'exercice physique parce que j'avais peur d'augmenter, en fait, de voir une recrudescence des douleurs, alors qu'on l'on sait que, disons, des mouvements adaptés peuvent permettre justement d'améliorer son bien-être. Donc, je voulais justement que tu nous transmettes toutes tes lumières par rapport à ce sujet, surtout par rapport au yoga, parce que le yoga, c'est quand même une formidable pratique qui est douce mais profonde, qui travaille en profondeur et qui peut vraiment dénouer les tensions, amener beaucoup de choses pour améliorer justement le bien-être des personnes. Donc, est-ce que tu peux te présenter d'abord? Super, merci beaucoup Caro pour cette belle introduction, ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment des sujets très très importants et beaucoup de choses qu'on va pouvoir discuter, c'est super. Donc merci pour ça et pour m'inviter aujourd'hui. Moi, comme tu l'as dit, je m'appelle Elisa, du coup. Alors, pour faire un petit passé, en gros, moi, je suis née avec beaucoup d'asthme, beaucoup de problèmes au niveau ORL et spécialement vraiment les bronches. Donc, cette sensation d'enfermement, je la comprends totalement, l'impression de ne pas pouvoir être libre en fait de mes mouvements, à 18 ans monter les escaliers, être essoufflée. J'étais un peu perplexe en fait par rapport à mon état de santé. Beaucoup d'anxiété pour en rajouter une petite couche quand même. Et puis tout ça en fait jusqu'à ce que je rencontre le yoga, qui était un moment complètement décisif dans ma vie. C'était en 2016 pendant mes études à l'université, des études d'art du coup et de psychologie. Et je pense que quand je suis rentrée dans la salle, ça a un petit peu changé ma vie concrètement. Je me suis sentie, pour la première fois de ma vie, juste moi-même, sans chercher à prouver quoi que ce soit, sans chercher à ressembler à quelque chose. Juste, une pratique qui vient de l'intérieur et qui me fait vraiment du bien. Donc d'un coup de tête, j'ai arrêté la fac, je pensais continuer en études vraiment supérieures en master et puis finalement je suis partie en Inde plutôt pour, me former, au yoga et à comment le transmettre, parce que ça me semblait, juste essentiel en fait de ramener, ces sagesses et vraiment cette culture du bien-être, du mieux-être, en occident. Donc, voilà rapidement, qui je suis et ce que je fais aujourd'hui. Sur Albi, moi, je donne des cours, hebdomadaires du coup, donc c'est vraiment des séances, complètes où on explore autant nos ressentis que, vraiment le mouvement, donc qu'est-ce que ça veut dire bouger dans son corps et le mental qu'on essaye d'apaiser au quotidien. Chouette présentation. Merci Lisa. Merci à toi. Et donc, tu proposes aussi, il me semble, des cours en ligne, autres que des cours en présentiel.
Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai un petit groupe, d'habitués, qui, sont sur Toulouse puisqu'avant j'y enseignais là-bas et qui continuent de vouloir pratiquer avec moi et ça me fait très plaisir. Du coup, on a un cours, en ligne, hebdomadaire aussi et puis j'ai lancé une petite page YouTube, qui me semblait un super, média, pour rayonner encore mieux, et plus largement. Autant en français qu'en anglais. J'avoue que l'anglais m'appelle beaucoup aussi. Après quelques voyages, c'est vraiment une langue qui me parle. Donc Mm. j'essaie de combiner un petit peu les 2 et puis les réseaux sociaux aussi, de partager, voilà des petites clés du quotidien, des petites séquences que tout le monde peut adapter, dans sa vie de tous les jours et beaucoup d'inspirations, qui moi-même me font du bien, quand je les poste. Donc j'espère qu'elles font du bien aux gens, qui les liront aussi. Donc voilà, associer le virtuel, comme on le fait aujourd'hui et la «vraie vie» entre guillemets, tangible, et physique. C'est là où j'en suis aujourd'hui. Bon, ben super. Surtout en cette période actuelle, c'est important d'être disponible aussi virtuellement. Tout à fait, c'est clair. Alors, je sais que bah, tu as été formée en yoga, mais on sait tous, enfin toutes et tous, que le yoga est étroitement lié à l'Ayurveda. Ce sont vraiment deux sciences sœurs qui fonctionnent main dans la main. Et j'aimerais savoir, par rapport à tes connaissances, ce que signifie l'inflammation dans le corps selon l'Ayurveda, parce que dans ces maladies chroniques inflammatoires, il y a vraiment ce feu qui est fortement présent et qui entraîne justement ces douleurs, ces verrouillages, ce manque de liberté dans les mouvements. Oui, c'est vrai que tout à fait. Alors l'Ayurveda, littéralement, ça veut dire la science de la vie. Donc c'est, parallèlement à la médecine traditionnelle chinoise, c'est la médecine millénaire de l'Inde qui est encore, quotidiennement utilisée par des médecins là-bas et qui ont la chance de collaborer avec, la médecine allopathique, on va dire plus contemporaine. Donc ils fonctionnent vraiment de pair et comme tu l'as dit, l'Ayurveda et le yoga aussi sont vraiment intimement liés. Donc, super question pour introduire le sujet. Alors, en Ayurveda et en yoga, l'inflammation, dans tous les cas, une maladie, ça veut dire un déséquilibre, en fait. Donc, dans nos sociétés occidentales, on aura tendance à attendre qu'un symptôme ou qu'une maladie soit là pour essayer de remonter à la cause ou alors juste de gérer, on va dire, ce qui est déjà ici dans le présent. En yoga, en Ayurveda, on va essayer de comprendre beaucoup plus globalement l'être et ses tendances au déséquilibre. Donc, on va appeler ça des doshas, par exemple. Donc, c'est 3 types de personnes, on va dire 3 types de constitution. Moi, vous l'aurez peut-être compris, je suis Vata, je suis du signe de l'air, donc il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de vraiment de cette sensation de légèreté aérienne. Et ben, par exemple, pour moi, dès que je suis en déséquilibre, ça va être de l'anxiété, ça va être être speed et partir dans tous les sens, parce qu'à la base, je suis déjà en déséquilibre d'air. Donc pour d'autres personnes, ce sera le feu, donc beaucoup de colère par exemple, et d'autres, ce sera plutôt la terre, donc au contraire, beaucoup de ralentissement et peut-être de procrastination aussi. Donc on a chacun et chacune nos petits «travers» entre guillemets et ça nous permet d'en être conscients et conscientes et de pouvoir travailler en amont dessus. Mmh. Donc ceci étant dit, le déséquilibre, l'inflammation, selon l'Ayurveda et le yoga, c'est vraiment un excès d'air principalement et de feu. Donc c'est vraiment cette idée que tous les éléments, ils sont pas équitablement répartis dans le corps. Mmh. Donc dès qu'il y a un élément qui est en trop, ça va enchaîner, on va dire, et accentuer certains maux, MAUX, du corps. Donc ici, l'air, par exemple, il va vraiment dessécher le corps, en fait. Donc c'est vraiment cette sensation de sécheresse et le flux d'air va trouver une sorte de zone un peu faible dans le corps. Et par exemple, dans le cas de la spondylarthrite ankylosante, ça va être vraiment les articulations. Donc, vu que c'est des structures qui sont assez complexes dans le corps, puisqu'il y a beaucoup de mélanges et de zones qui se rencontrent, bah, c'est pile poil le terrain propice pour les toxines pour s'accumuler. Donc l'air en déséquilibre, il va se concentrer directement sur les articulations et il va créer toutes sortes de douleurs, la sensation que ça craque, qu'on n'est vraiment pas confortable. Mmh. Donc ça va vraiment être l'excédent, on va dire, d'air. L'excédent d'air, il peut aussi se retrouver dans le côlon.
Donc, vraiment tout ce qui est système digestif, donc l'élimination. Et là aussi, c'est vraiment un endroit très propice pour les toxines pour s'accumuler. Donc, il peut y avoir beaucoup de troubles de la digestion, que ce soit de la constipation ou alors beaucoup de gaz. Donc, il y a plein de symptômes différents Oui, qui peuvent vraiment se déclencher. oui, comme Ouais, tu... la maladie de Crohn, par exemple, ouais, qui est vraiment exactement, sujette à ces problèmes digestifs importants, oui, et de côlon. complètement. Ouais. Ouais, c'est tout à fait ce même type de processus en fait. C'est vraiment plus on donne les conditions favorables, on va dire, à la maladie de s'installer, plus elle va s'installer avec aisance et elle va trouver tous les endroits du corps disponibles pour venir perturber un peu tout ça. Donc, en gros, ouais, inflammation en Ayurveda, c'est un excès d'air et de feu. Eh ben, c'est super intéressant. Merci Avec grand plaisir. pour ça, parce que c'est vrai que, tu vois, je ne le savais absolument pas. Ouais, Moi, j'étudie beaucoup les doshas au ouais. travers justement du métabolisme de la personne, mais j'avais aucunement idée de ce déséquilibre-là par rapport aux maladies auto-immunes. Hmm. Bah, je suis ravie Et, que ça puisse compléter tes connaissances aussi. ben oui, c'est vraiment intéressant. Et alors, euh, pour toi, quels sont ben, les bienfaits du yoga sur les maladies inflammatoires chroniques? Alors, maladie auto-immune, par exemple, déjà, on va prendre le côté un petit peu psycho-émotionnel qui me passionne pas mal. Donc, les mots du corps MAUX montrent des mots MOTS dont on n'est pas forcément conscient et consciente. Et dans mon système de croyance, le corps, il nous parle vraiment. Et parce qu'il n'a pas justement ce langage comme on est habitué à utiliser nous, il a vraiment d'autres manières de communication qu'il utilise au quotidien et bon, les douleurs ou les petites sensations du corps en font partie. Donc, vraiment rester à l'écoute de ça. Et auto-immune, comme son nom l'indique, vraiment cette auto, pour moi, ça renvoie à l'autodestruction. Donc, c'est un peu comme si les cellules se retournaient contre elles-mêmes parce qu'il y a un conflit intérieur qui est tellement intense. Donc, quelque chose qui peut avoir lieu après un trauma ou après un deuil ou quel que soit un événement un petit peu bousculant, en fait, pour l'être, bah, tout le corps va se mettre en alerte et se dire mais attends, là il y a quelque chose que j'arrive pas du tout à digérer. Et elle fait comme si tout allait bien. À part que non, non, moi j'ai besoin d'intégrer tout ça, j'ai besoin de prendre le temps. Et le corps va nous envoyer vraiment plein de signaux, à nous de les écouter ou pas. Et moins on les écoute, plus la maladie s'installe. Donc le yoga, justement, il aide pour ça aussi, dans un premier temps, pour cette notion de conscience, en fait. Et plus que conscience, vraiment cette notion de présence. À chaque fois que je déroule mon tapis, peu importe les postures que je vais pratiquer, le plus important, c'est vraiment l'observation. Comment est-ce que je sens mon épaule bouger aujourd'hui? Est-ce que j'ai plus de douleur qu'hier? Est-ce qu'au contraire, j'ai plus de liberté? Ah, et tiens, mon système digestif, est-ce que quand je fais mes rotations, j'ai de l'espace? Ou est-ce que bon, la nourriture que j'ai mangée hier soir était peut-être pas la plus adaptée? Donc, c'est vraiment avoir un petit moment de recul, on va dire, pour observer tout notre corps et tout notre mental. Donc rien que pour ça déjà, les bienfaits du yoga, ils sont là dans cette possibilité de se regarder avec un peu de distance. Mm. Ensuite, bon, les bienfaits sont aujourd'hui et grâce à la science prouvés maintes et maintes fois. Donc surtout dans ce qui est apaisement. Donc c'est vraiment ce qu'on va chercher. L'inflammation, essayer de l'apaiser, de la calmer et de lui apporter d'autres sources en fait, de se rassasier d'une autre manière plutôt que d'attaquer le corps. Donc au lieu de la laisser prendre de la place, on va essayer de la comprendre et de ralentir tous les systèmes du corps. Et ça se fait grâce à la respiration, grâce à la concentration et vraiment l'équilibre que tout ça, ça crée. Donc, tu le sais, en naturopathie, par exemple, cet équilibre dans les systèmes nerveux, cet équilibre dans le système digestif, souvent, au vu de nos sociétés aujourd'hui, on est quand même hyper sollicité. Donc, on est un peu en état de stress permanent. Et ça, le corps, c'est typique ce qu'il aime pour créer encore plus d'inflammation. Et il faut bien qu'il se défende au bout d'un moment. Il sent qu'il y a beaucoup trop de stress, bah, il va déclencher une maladie rien que pour qu'on ralentisse. Donc, on va prévenir tout ça en se posant
sur le tapis. Donc ça, c'est vraiment une super approche que le yoga nous permet. Donc gérer vraiment le flux respiratoire pour apaiser le mental et, euh, et vraiment toute cette sécrétion des hormones qu'on va ralentir progressivement à chaque pratique. Et Oui, d'ailleurs, le but, on va dire, de l'Ayurveda, du yoga, ça va pas vraiment être de guérir, en fait, ça va être de prévenir. Donc, avant que les symptômes soient là, ça va vraiment être d'apporter les conditions les plus favorables possibles pour prendre soin du corps avant même que le déséquilibre n'apparaisse. Donc, tout ça, ça fait partie des bienfaits du yoga. Et, et par rapport au déséquilibre d'air, donc de Vata, qu'on appelle en Ayurveda, dont je parlais tout à l'heure, par rapport à l'inflammation, en yoga, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir introduire deux autres éléments qui vont contrer ce déséquilibre. Donc, on va pouvoir introduire de l'eau et de la terre. Donc, l'eau, ça va vraiment prendre la forme d'un mouvement fluide. Donc, dès que je sens que je suis un peu trop speed, un peu trop dans mon système aérien, ben, je vais essayer de revenir dans quelque chose de très organique, de très doux et de très liquide, en fait, dans le corps. Donc, ça peut passer par l'alimentation, bien sûr, mais rien que sur le tapis de yoga, introduire vraiment des postures qui travaillent sur les hanches, qui travaillent sur tous les liquides du corps. Donc, essayer de contrebalancer l'excès d'air avec de l'eau. Et pour la terre, du coup, le deuxième élément qui va nous permettre de calmer les maladies auto-immunes inflammatoires, le mental, ça va être vraiment l'air qui va l'aider à le calmer. Donc cette notion qu'on appelle l'ancrage, l'idée d'être ancré, d'être solidement présent et présente. Et ça, l'anxiété, c'est le meilleur palliatif à l'anxiété, au stress. C'est bien sûr, on a envie de se projeter, d'avoir des anticipations positives. À part que l'anxiété, c'est souvent des scénarios un petit peu négatifs et ça crée du stress, donc de l'inflammation, donc tout le reste. Donc avant même qu'on sente l'anxiété ou le stress ou l'inflammation monter, tout de suite prendre l'habitude. À chaque fois que je respire, je reviens dans le présent, je reviens à la terre en fait, en quelque chose de solide qui me sécurise et qui est vraiment ici et maintenant, sans chercher plus loin. Donc voilà les idées qui me viennent pour cette question des bienfaits du yoga. Oui, c'est vrai que les Vata ont vraiment ce besoin de s'enraciner. Comme ils sont énormément dans le mental, ils ont vraiment besoin de faire redescendre dans le corps et de s'enraciner pour justement réétablir se rééquilibrer en fait. Tout à Ça, c'est fait. vraiment Ouais. important. Et c'est vrai que le yoga permet en prévention d'éviter la cristallisation de tensions, d'émotions en fait qu'on n'a pas forcément su exprimer. Et ça vraiment, ça fait un bien fou. Et c'est aussi vrai dans le cas où, oui, il y a déjà des choses qui sont cristallisées dans le corps, dans la matière, et le yoga vraiment va permettre de faire ressortir des choses qui n'avaient pas été correctement exprimées. J'aime beaucoup cette image de cristallisation, ouais, tout Mm. à fait. C'est vraiment avant que ça se fige, quoi. Leur C'est laisser de ça. l'espace pour que ça coule et si une émotion est là, juste qu'elle se vive en fait. Et plus on la retiendra, plus elle continuera d'exploser jusqu'à un symptôme, jusqu'à une maladie. Ouais, je te rejoins beaucoup sur ce point. Ouais. Oui. Mm. Et pour toi, quel type de yoga conseillerais-tu pour une personne qui est atteinte d'une maladie inflammatoire chronique? Alors, sachant que moi, j'ai testé énormément de types de yoga. Quand j'avais la spondylarthrite ankylosante, j'ai vraiment testé de nombreuses spécialités. J'ai donc pratiqué du hatha, j'ai pratiqué le vinyasa, le yin, le nidra, le bikram. Et Ouais. je dois dire que, par exemple, dans le cas de ma maladie auto-immune, ce qui m'a aggravé les symptômes, ça a été surtout le Ashtanga, où ça a été très très violent pour mon corps, parce que c'est Ouais. quand même assez cardio. Moi, c'est ce que je recherchais, mais disons que c'est assez violent parfois, je trouve, dans les mouvements. Euh, Ouais.
c'est des enchaînements qui sont très rapides et qui sont très, très sportifs. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais et le Bikram, tu as cette chaleur, tu es dans une pièce où il fait 40 et tu fais tes postures de yoga avec cette chaleur. Alors j'imagine que c'est préférable d'aller sur un yoga, disons, plus doux quand tu as une maladie auto-immune. Oui, c'est vrai que le Bikram, disons, ça va alimenter pile poil le feu qu'on a déjà pas mal en Oui, soi. Donc, oui, ça va accentuer, on va dire, ce déséquilibre, alors que quelqu'un qui sera au contraire dans une sorte de léthargie, alors là, par contre, dans ce cas-là, ça va pouvoir être super intéressant de venir bousculer un petit peu et de faire jaillir, au contraire, ce feu qui est quand même essentiel à l'intérieur. Mais en effet, si on a déjà une inflammation qui est là, on va essayer de retourner plutôt à quelque chose d'assez fluide, en fait. Donc c'est oui, vrai que j'ai un avis, alors pas partagé, mais assez, pas fermé en fait. J'ai vraiment envie que chaque personne, parce qu'on est tous et toutes uniques, je pense, essaye, bah, comme tu l'as fait dans ton parcours, de faire l'expérience de chaque type de pratique, de chaque professeur aussi. Comme tu le dis justement quand on en discute toutes les deux, cette couleur que chaque personne qui transmet la pratique va pouvoir apporter. Et certaines réagiront très fluidement et très naturellement avec un type de personne, et puis d'autres accrocheront pas du tout, et c'est juste comme ça en fait. Essayer de se fier à ses ressentis. Et tous ces termes, tous ces noms de yoga, maintenant il y en a presque 100 ou 150 qui sont apposés avec le petit R, voilà. Donc tout le monde met un peu son nouveau style sur le marché, et c'est intéressant d'avoir plusieurs approches. Donc vraiment sortir et aller tester, quoi. Faire vraiment cette expérience par soi-même, et voir si on sort de la séance avec plus d'aisance et plus de sérénité dans le corps ou pas, auquel cas faire son choix, voilà, en fonction. Par rapport à moi, alors c'est vrai que par exemple, ce que je propose pendant mes cours, ça va être un mélange, une association. Moi, j'ai été formée à 3 types de yoga différents. Donc le hatha qui est, on va dire, traditionnel, qui est assez postural. Le vinyasa qui est plutôt contemporain et dans la fluidité, dans la dynamique. Et le yin yoga qui est encore plus contemporain et qui là vraiment va chercher à utiliser beaucoup d'outils et on va dire, de confort, de coussins par exemple ou de briques pour juste relâcher complètement et aller chercher une nouvelle forme de souplesse, donc plus les articulations, les tissus conjonctifs, les fascias, tout ça. Donc c'est assez passionnant aussi, si certains ont envie de faire des recherches, mm, allez-y. Donc moi j'essaye de combiner un petit peu tout ça, tout ce que j'ai pu expérimenter et apprendre. Et je pense que chaque pratique a ses bienfaits. Par exemple, une pratique plutôt statique, ça va vraiment avoir tendance à consolider et à vraiment rendre beaucoup plus ferme et beaucoup plus réactifs les muscles à l'intérieur. Donc si par exemple, je sens mon genou un petit peu en inflammation, pas très stable, on va dire, cette sensation qui est un petit peu poreuse et douloureuse, bah, muscler en profondeur les muscles qui sont autour, ça va permettre de libérer en fait cette articulation, et tout le poids du corps sera beaucoup plus réparti dans les muscles. On se sentira plus gainé et donc moins de risque de blessure, donc beaucoup plus de liberté finalement. Donc la statique, ça a ce bienfait d'aller renforcer les muscles en profondeur qu'on appelle les muscles posturaux. Par contre, la statique, ça peut aussi avoir une tendance d'enfermement. Parce que si je garde avec les bras ouverts pendant 5-10 respirations, au bout d'un moment, ça peut tirer en fait. Donc ça peut réveiller certaines douleurs malgré les bienfaits. Donc pareil, encore une fois, essayer de le sentir et de l'expérimenter dans son corps. Et la deuxième variante que je propose aussi, c'est justement cette fluidité. Donc tu en parlais du vinyasa, cette sensation de dynamique et de mouvement. Attention au vata quand même, que ça reste doux, pas à fond, mais vraiment quelque chose qui permet au corps de ne pas se figer en fait. Donc justement, plutôt que de garder son bras complètement strict dans une seule posture, plutôt essayer de chercher des mouvements fluides, des mouvements doux. Et tout ça, ça apporte beaucoup de liberté et beaucoup d'hydratation. Donc ça, c'est super important. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Dès que j'ai trop d'inflammation, soit l'air, soit le feu, je vais essayer d'arroser tout ça avec beaucoup d'eau
Et ce qui arrose à l'intérieur, entre guillemets, nos articulations, c'est le liquide synovial. Donc c'est vraiment un petit peu comme l'huile des voitures pour éviter que la portière grince. Bah, nous, c'est la même chose, mais dans nos épaules. Donc c'est vraiment cette sensation d'huiler et de nourrir en profondeur les articulations. Donc tout ça, tout ce liquide synovial, ça se crée vraiment, ça se stimule par des mouvements doux. Donc le corps, il va vraiment se dire, ah ok, là on a besoin d'entrer dans une mobilité du corps, donc il faut que je l'hydrate, sinon ça va grincer en quelque sorte, ça va rouiller. Donc c'est revenir à un mouvement que j'appellerais organique du corps. Mm. Donc vraiment le tester, sentir, choisir, on va dire, plusieurs options qui nous conviennent le mieux et alterner entre statique pour bien vraiment consolider le corps et les appuis et en même temps une forme de liberté et de douceur dans la fluidité. Voilà ce que je proposerais. Super. Ben, merci pour tout ça, pour tes réponses par rapport à ma question sur les différents types de yoga. C'est vrai qu'il y en a tellement que c'est difficile parfois de s'orienter sur un type de yoga. Euh, et la moindre des choses, c'est vrai de tester, de voir si ça fait du bien ou pas à la personne. Mais Oui, c'est vrai que s'il y avait vraiment quelque chose à conseiller, c'est vraiment d'éviter vraiment je pense, des yogas qui sont très, comment dire, peut-être violents pour les articulations. Notamment, je parlais tout à l'heure du Ashtanga. Vraiment, moi, si je peux donner ce conseil, c'est d'éviter, en tout cas quand on a vraiment des inflammations chroniques articulaires, on peut vraiment se blesser. Moi, c'est ce qui s'est produit. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment important de le savoir. c'est vrai Euh, que rien que pour rappeler, le yoga, il est quand même issu d'une culture qui est la culture indienne, par des corps indiens, pour des corps indiens. Donc tout ça pour dire qu'on est certes tous égaux dans l'essence, mais corporellement parlant, pas toujours. Donc si eux sont capables de s'asseoir en lotus sans avoir aucune tension dans les hanches, bah, génial pour eux. Nous, on n'a peut-être pas forcément la même constitution. Donc c'est vrai que l'ashtanga, personnellement, j'en ai pas assez pratiqué pour vraiment l'avoir ressenti dans le corps et n'étant de toute façon pas dans cette inflammation grâce au yoga, c'est vrai que j'aurais pas la même expérience que tu as pu avoir. Donc, c'est vrai que bah, justement, faire confiance à tes ressentis, pour toi, tu ne l'as pas du tout senti, donc c'est très bien de ne pas continuer. Et, mm, et peut-être, encore une fois, tester une autre approche, une autre professeur. Donc, c'est vrai que, ouais, essayer de rester ouverte, mais en même temps, poser ses limites, quoi. Se dire non, non, ça, c'est vraiment pas pour moi, ou la professeure aura, là ou le d'ailleurs, aura peut-être pas cerné que j'ai cette on va dire, différence, en fait, et cette unicité, et qui est ce qu'elle est. Donc, oser en parler, là, si vraiment il y a quelque chose d'important, c'est si je vais à un cours de yoga, c'est oser dire bon, bah voilà, aujourd'hui, moi, j'ai une maladie auto-immune qui est en processus de guérison, puisque tout change dans le corps, hein, rien n'est figé et rien n'est fataliste. Donc, je suis en train de guérir, c'est pour ça que je suis là. Par contre, voilà, il y aura peut-être des mouvements où j'aurai un petit peu plus de difficultés. Et la personne qui guidera la salle, je l'espère, aura les connaissances ou en tout cas l'attention et la bienveillance pour adapter, en fait, tout simplement, pour oui, adapter. Donc, la voilà, personne. pas hésiter à se sentir soutenu. Et puis, si la personne qui guide n'a pas les connaissances, c'est OK. Il y a vraiment d'autres pratiques comme la chiro ou la kinésio. Voilà, il y a un panel d'offres aujourd'hui qui sont fabuleuses et très complémentaires. Donc, pas hésiter à en parler. Oui, et aussi, je tenais aussi à partager aux personnes que ce qui peut être intéressant d'abord, si elles ne savent pas vers quel type de yoga aller, peut-être faire un cours d'essai alors en physique ou alors sur des plateformes qui proposent des cours de yoga, différents types de yoga. Par exemple, il y a Yoga Connect où on peut justement tester le yin yoga, le hatha, plein de types de yoga. Et du coup, de se faire une idée et voir si c'est OK pour son corps par rapport à sa mobilité articulaire. Et puis derrière, voir si ils ont près de chez eux des profs de yoga qui proposent ce type de yoga. En tout cas, ça peut être une idée de tester en amont pour avoir une idée
des types de mouvements et du type de yoga. Ouais, super idée. C'est vrai qu'Internet regorge de ressources maintenant, donc autant en profiter Même et sur après YouTube. passer au réel tant qu'on peut. Tant qu'on a toujours cette C'est toujours ouverture de mieux. pouvoir Ça, pratiquer. c'est sûr que les plateformes virtuelles n'auront pas du tout les mêmes effets, en tout cas sur le corps, que des cours en présentiel, des cours physiques. Ça, c'est Mmh. clair. Oui, Ça, je l'ai expérimenté et ouais. vraiment, on le ressent. Même au niveau énergétique, ça n'a rien à voir. Et puis, ce qui est important, c'est aussi d'être bien guidé, d'avoir le soutien de l'enseignant dans la salle, l'énergie aussi du groupe, ce qui Ouais. n'est pas le cas quand on est seul devant son écran. Tout à fait. Est-ce que tu aurais des... Alors, comment et quand pratiquer ce yoga dans la journée, par exemple, par Ouais. rapport à ces maladies chroniques inflammatoires où, justement, le matin, on est quand même vraiment verrouillé. Dans la journée, on peut avoir des douleurs qui apparaissent un peu en effet yo-yo, Mmh. qui restent, qui peuvent rester. Toi, tu conseillerais quoi? Alors c'est vrai que, bah, déjà la première image qui me vient, c'est l'image d'un chat. Alors, parce que j'admire leur souplesse, mais aussi parce que dès qu'ils descendent du canapé, ils descendent jamais sans s'être étirés. Donc, pour avoir fait le test, me réveiller d'un coup, partir faire mon thé ou, me préparer pour ma journée et prendre le temps dans le lit de me réveiller tout doucement, de sentir mes articulations qui s'éveillent et de prendre le temps de m'étirer dans le lit. Je sens la différence, à peine au réveil, vraiment dès que j'ai ouvert les yeux, la journée commence différemment. Donc vraiment la première image qui me vient, ce serait vraiment ça, même pas encore levée, de justement yoga, c'est sur le tapis, mais aussi dans la vie et dans la tête en général. Comment je me sens aujourd'hui et observer, dès le lit, waouh, OK, là je sens que mon épaule elle est bloquée, là je sens qu'aujourd'hui j'ai de la liberté, j'en profite, je m'étire. Donc 1re étape, pas se réveiller, d'un coup et dans le jus et hop, le stress qui remonte. Non, non, je prends le temps, je me réveille, quitte à mettre le réveil 5-10 minutes plus tôt si c'est OK et vraiment avoir ce petit moment de douceur, on va dire, pour lancer la journée. Je pense que c'est important, même d'un point de vue énergétique aussi, comme tu en parlais, se mettre dans un état d'esprit, on va dire, dans une ambiance assez cosy pour commencer la journée. On a déjà pas mal de stress à l'extérieur, donc autant en soi et dans notre cocon adoucir un petit peu les choses. Oui. Et puis justement, en fonction de comment on se sent, vraiment rester à l'écoute et si on a envie le matin, alors ça s'appelle Pawa Muktasana. C'est un enchaînement, que vous aurez à disposition après dans plus tard, en tout cas écrit pour pouvoir, vous y référer. Donc c'est un enchaînement assez traditionnel qui s'appelle la libération des vents, donc la libération de l'air et en fait, c'est, venir travailler toutes les articulations dans un enchaînement assez codifié, mais qu'on peut adapter toujours et qui permet de libérer toutes les tensions, tout l'excédent d'air. Donc ça vraiment, ce serait, mon conseil, vraiment très bénéfique pour le matin. Essayer de désengorger en fait, de dérouiller toutes les petites articulations, même les doigts, essayer de sentir les phalanges et y aller tout doucement. Être vraiment dans quelque chose de doux, de presque méditatif le matin et de s'accorder beaucoup de lenteur. Donc ça, je pense que le matin, ça peut être super bénéfique aussi en fonction des ressentis et ce genre de pratique, le soir avant d'aller se coucher, ça fait très bien l'affaire aussi. L'important, c'est d'avoir du temps et se dégager l'espace pour ça Oui. et tout au long de la journée, selon les modes de vie, des personnes qui écouteront cet échange, si c'est un mode de vie plutôt sédentaire, donc au travail par exemple, dans un bureau, il va y avoir vraiment cette sensation un petit peu de courbure dans le dos, le poids au niveau des épaules et de toute façon le mode sédentaire est pas vraiment naturel pour le corps. Donc tout au long de la journée, s'accorder des pauses et simplement encore une fois des petits mouvements tout simples ou des rotations ou Mm. étirer les épaules et en fait, finalement, ça vient assez spontanément. On le voit des fois, on a des collègues au boulot, allez hop, je m'étire. Bah, juste ça en fait, revenir à la spontanéité du corps et je crois en cette intelligence du corps. Donc vraiment s'écouter et se dire: «Bon là, j'ai besoin, juste d'aller marcher
Pour moi, marcher, c'est l'un des yogas les plus efficaces qui soit et l'un des plus spontanés. Et physiologiquement parlant, c'est excellent pour le corps. Donc, juste revenir à sa nature et bon, bah, là, je descends et je vais me faire 5 minutes dans la rue ou dans le parc de l'entreprise si j'ai la chance qu'il y en ait un et juste relâcher un petit peu le mental et prendre soin du corps, en profiter pour bouger un petit peu, pour même secouer, voilà, revenir à quelque chose d'assez spontané. Oui, des mouvements simples en fait. Ça ne demande pas forcément de temps. Parce que souvent, Tout à on fait. se dit qu'il va falloir dégager du temps pour pratiquer. Et au final, ça Ouais, peut être juste pendant une pause, au lieu d'aller se prendre un café, de se faire une posture, de revenir vraiment au corps pour apaiser les tensions. Donc tout à fait. ça, c'est essentiel. Et puis, ça demande très peu de temps. C'est clair. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis ça demande pas forcément une expérience de 15 ans, de Oui, yoga avancé avec les plus grands profs du monde. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images, on va dire, qui circulent et une réappropriation de la société, de consommation et de masse basée sur l'image, en fait, et qui nous donnera vraiment une sensation que le yoga est, très élitiste et réservé à, un type de corps qui est très ouvert ou alors des anciens gymnastes ou des danseurs et qui n'auront aucun frein dans le corps. Mais en fait, non, le yoga, c'est tout sauf ça, quoi. C'est des postures et c'est super beau et ça doit être très agréable à pratiquer. Le yoga, ça veut dire union. Donc, c'est vraiment revenir à soi, revenir au fait que on fait partie de la vie et que tout est OK, en fait. C'est vraiment beaucoup de lâcher prise. Et tous ces mouvements naturels et tout, aller nager, aller marcher, tout ça, c'est du yoga. Aller cuisiner, c'est du yoga. Et même écrire cette discussion, c'est du yoga aussi. Donc, c'est vraiment sortir un petit peu de cette image, on va dire, préconçue et de la société qui nous freine beaucoup dans l'exploration du yoga parce que c'est beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Donc, vraiment pas avoir peur de ça et encore une fois, tester et tester ce qui nous fait du bien et puis en parler peut-être à des collègues aussi de travail ou à des amis et leur dire, bon, dans la journée, toi, quand tu sens un petit peu les épaules crispées, qu'est-ce que tu fais? Et puis découvrir ensemble des nouvelles pratiques et voilà, grandir ensemble, c'est ça aussi. mm. Oui, ça c'est sûr que c'est bien de s'entourer et de Mmh. pratiquer ensemble le yoga, ça c'est chouette. Et justement, en parlant de posture, Mmh. qu'est-ce que tu recommanderais pour calmer les douleurs inflammatoires? Alors, je pense qu'il y aurait 2 types de postures, phares, on va dire. Donc le premier type de posture, ça va être ce qu'on appelle les rotations. Donc c'est vraiment, tout simplement, allonger la colonne et puis pivoter le buste d'un côté puis de l'autre. Donc il y en a assises, il y en a debout, même allongées. Donc vraiment toute cette sensation de tourner un petit peu, l'abdomen d'un côté et de l'autre. Alors l'effet que ça va avoir, ce genre de posture de rotation, c'est vraiment d'aller cibler les toxines dans le corps, les toxines de l'inflammation. Je les cible d'un côté, je les regroupe en quelque sorte d'un côté du corps, et puis dès que j'ouvre de l'autre côté, je libère tout. Et donc ça circule beaucoup plus dans le sang, ça élimine les toxines et ça retransite, on va dire, en quelque sorte, et ça réamène cette fluidité dans le corps. Donc ça, c'est vraiment super, d'autant que c'est vraiment très utile au niveau du feu intestinal qu'on appelle l'agni, qui est aussi essentiel et qui manque souvent aux personnes en inflammation. Alors bizarrement, c'est assez contradictoire, mais les personnes en inflammation, ça va pas être forcément une inflammation du type, moi je digère super vite, je brûle toutes les calories. Non, ça va plutôt être un excès d'inflammation, plutôt au niveau de l'œsophage ou au niveau des articulations. Et ça prouve au contraire que le feu à l'intérieur n'est pas suffisamment alimenté. Donc parce que j'ai pas assez de feu digestif, de feu finalement sain dans le corps, bah, tout le reste du corps va vraiment en pâtir et l'air va circuler et va se stocker dans les articulations. Donc vraiment se concentrer sur les rotations pour essayer d'éliminer au maximum toutes ces toxines, ça c'est ce que je recommanderais plutôt. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, la deuxième tangente, on va dire variante qui est très bénéfique aussi, c'est plus que des postures statiques, des petits enchaînements en mouvement. Donc tout simplement, bah, rotation des épaules ou le chat vache, le petit enchaînement à quatre pattes
qu'on pourra vous mettre aussi dans la description. Donc voilà, plein de petits rituels, Pawamuktasana, la libération des vents dont je parlais. Plein d'enchaînements plutôt en dynamique, doux, mais en dynamique pour dérouiller tout ça. Super. Et est-ce que ces postures-là peuvent convenir pour le verrouillage, notamment, tu sais, ce fameux verrouillage matinal, ou est-ce que tu proposes d'autres postures? Alors moi, pour le matin, j'éviterai alors, finalement, traditionnellement, les rotations, le matin, c'est super parce qu'on est à jeun. Donc, justement, ça va éviter de bloquer en fait la digestion. Donc, si je me le sens, si justement, j'ai pas de douleur au niveau du dos ou qui me semble, on va dire, intuitivement bloquer les rotations, alors oui, je peux m'amuser le matin à essayer vraiment de grandir la colonne. Ça, c'est super important. Je grandis la colonne et puis je tourne. Donc ça, pour le matin, oui, ça peut être super à jeun pour venir nettoyer un petit peu l'intérieur avant de s'alimenter ou avant de boire quelques boissons du matin que ce soit. Et puis oui, le matin, tous ces mouvements, on va dire, un peu plus fluides, un peu plus doux, ça, c'est génial, ouais. Ouais, le matin, vraiment, c'est essentiel. Et le soir, je ne conseillerais pas forcément les rotations parce que vu que ça va faire monter le feu, ça ne va pas forcément nous apaiser pour aller dormir. Donc le soir, plutôt quelque chose d'assez relaxant, donc plutôt du yin yoga par exemple, avec un gros coussin dans le dos et juste s'allonger sur le coussin, ouvrir la cage thoracique et respirer, quoi. Respirer pleinement. Voilà, trouver l'équilibre entre le matin, j'active, je réveille, et le soir, je libère et je calme. Super. Mais écoute, merci pour toutes tes lumières, tes réponses à mes Avec grand questions. plaisir. Franchement, j'espère que ça pourra aider un maximum de personnes. Donc, si jamais les personnes qui regardent la vidéo ont des questions, ben, qu'elles n'hésitent pas à mettre en commentaire leurs questions. Et puis moi, je te les transmettrai, puis tu pourras y répondre éventuellement s'il y en a. Avec plaisir. Donc, eh bien, du coup, cette conversation prend fin. On Merci, y est. merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisa. Et Avec puis, plaisir, écoute, merci. un grand, grand merci pour toutes tes réponses. Et puis, ben, on vous embrasse. On vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.